Bonjour, bon après-midi. Merci d'être présente et présent. Je suis Michèle Asselin, directrice générale de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, la COSI, et j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue. C'est une étape importante dans la réflexion de notre association sur la nécessité de réfléchir entre des liens qu'on tisse avec des entreprises comme organismes de coopération et de solidarité internationale. Notre réseau est riche de plus de 50 ans d'expérience. Nous agissons à travers le monde. Je vous invite d'ailleurs à aller voir notre nouveau site web. Vous avez une carte interactive et vous allez voir comment les organismes québécois sont très, très actifs et très présents. Nous avons développé des expériences de coopération, de partenariat, et qui sont riches et que nous pensons qui pourraient bénéficier aussi aux entreprises québécoises. Et on pourrait bénéficier des échanges, nous, avec les entreprises québécoises pour partager des perspectives de partenariat qui partageraient les mêmes bases communes de respect des partenaires locaux avec des valeurs qui permettent de valoriser l'expertise développée aussi au Sud et d'enrichir nos réflexions mutuelles. Alors, ce n'est pas moi la conférencière, alors je vais m'arrêter ici pour d'abord, avant toute chose, vous remercier. Parce qu'à la fin, on n'a pas toujours le temps de remercier. Puis je voudrais remercier Olga Navarro-Flores, qui est professeure au département de management de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. C'est la grande maîtresse d'œuvre de notre recherche et c'est avec elle que nous avons accompli plusieurs étapes dans notre réflexion. Alors, elle va animer cette conférence. Je voudrais aussi remercier Josiane Riverain et Mélanie Pelletier du service aux collectivités de l'UQAM qui ont contribué à nous soutenir avec Olga pour réaliser cette recherche et cette réflexion. Je voudrais aussi remercier Louis Sanchez, Audrey Dubois et Marianne Bouillat, 3 étudiantes et étudiants qui ont contribué au projet de recherche. Nous vous remercions très sincèrement. Et je dois remercier très chaleureusement mon collègue Denis Côté, qui est analyste à la COSI, et Guillaume Lamarre du Crédil, un organisme membre de la COSI, qui a été très, très impliqué depuis le début de la démarche. Évidemment, les membres de la communauté de pratique en environnement qui ont participé à des discussions avec l'équipe de recherche à quelques reprises au cours du projet. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Olga. Je vous souhaite une bonne réflexion. Merci. Donc, Technologie Cofix, d'abord, de savoir que c'est une jeune entreprise. Hein? C'est une petite entreprise ici au Québec, une PME qui a 6 ans d'existence. Donc, déjà, pour les PME, je pense de s'engager au niveau social à l'étranger aussi, c'est pas toujours naturel, c'est pas toujours facile. Pourtant, chez nous, la responsabilité sociale puis avoir de l'impact dans ce qu'on fait, ça a toujours été présent. Donc, autant dans le développement de la technologie, c'est pas pour rien qu'on fait du traitement d'eau biologique. On a fait ce choix-là dès le départ d'aller vers uniquement des technologies biologiques parce qu'on veut le faire de manière responsable, mais c'est dans toute l'approche des projets qu'on décide de faire également, c'est de voir comment on peut avoir le plus d'impact possible au-delà de l'environnement qui tombe sur le sens, évidemment, là, quand on parle de traitement d'eau, c'est évident qu'on veut avoir un impact positif sur cette ressource-là qui est essentielle. Mais on cherchait une façon de redonner. On sait qu'on a une expertise, évidemment, comme équipe. On a une spécialité dans le traitement d'eau. On savait très bien qu'on avait l'opportunité de pouvoir amener cette expertise-là. Comment le faire, par contre? Ça, c'est pas toujours évident pour des petites entreprises. Et bon, Mme Bourgeois le mentionnait, c'est vraiment Humalia qui nous a approchés. Si je me souviens bien, je vous corrigerai, Lucie, mais je pense que c'est en 2015 qu'on s'est rencontrés la première fois concernant le projet du Bénin. Donc, ça a été la première expérience d'Ecofix de joindre avec un partenaire
ici au Québec qui avaient de l'expérience à l'international. Donc, c'était plus facile pour nous. Donc, on répondait à un besoin qui avait été identifié par la population, comme Mme Bourgeois vous le disait. Donc, ça nous a tout de suite interpellés de s'impliquer à ce niveau-là. Ça a été vraiment notre première expérience. Au Maroc, comment ça s'est déroulé? En fait, on a participé à la COP 22. Ça, c'était vous qui avez initié au Maroc. Effectivement. Oui. Au Maroc et vice-versa, vous allez voir que la synergie entre Humalia et Technologie Cofix est assez grande, en fait. Ce qui nous a amené au Maroc au départ, c'est que j'ai participé à la COP 22 à Marrakech. Et c'est à ce moment-là qu'on a fait des rencontres intéressantes. Évidemment, le Maroc a une problématique au niveau de l'eau liée au changement climatique qui est très, très visible, qui est très criante. Actuellement, au Maroc, le plan national d'assainissement relève qu'il manque actuellement, là, à chaque année, 2,5 milliards de mètres cubes d'eau. Chaque année, c'est un bilan négatif. Donc, c'est énorme. Et ça, c'est en agriculture qu'on voit des impacts sur la santé humaine, etc. Ce plan-là dit aussi que, bon, pour combler les besoins, une des façons de faire, c'est de réutiliser les eaux usées traitées. Ça doit être fait de manière sécuritaire, évidemment. Et ça nous a beaucoup interpellés. Et c'est comme ça, à travers la COP 22, qu'on a fait la rencontre de notre partenaire actuel, qui est l'Office national de l'électricité et de l'eau au Maroc, qui est une organisation qui est paragouvernementale, qui gère les stations d'épuration des petites communes un peu partout au Maroc. Et évidemment, bien, le PCCI a été un accélérateur dans le cadre de ces projets-là. Donc, évidemment, le projet a été identifié. Donc, du moment où il y a eu appel à projet, on avait déjà les partenaires et ça a été un accélérateur pour pouvoir avoir un impact plus rapide sur le terrain. Encore une fois, sur un besoin qui venait de la communauté, qui vient d'un plan national qui est très bien décrit là, au Maroc. C'est très intéressant parce que par la nature du travail et de l'expertise je ne veux pas me tromper, des technologies Ecofix incorporées, vous êtes appelé probablement à travailler avec des paliers gouvernementaux, avec des organisations, des agences gouvernementales localement, puis éventuellement, c'est par l'intermédiaire de ces organisations gouvernementales, pardon, de ces institutions gouvernementales que vous allez probablement travailler avec des organisations non gouvernementales au niveau local. Mais ce n'est pas un lien direct, c'est plus comme un lien réseau. Oui. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Dans notre cas, la technologie impose un peu ça. En fait, nous, nos systèmes s'adressent vraiment à des volumes d'eau qui sont assez importants. Donc, normalement, on va parler de municipalités ou de communes ou du côté industriel, de grandes industries. Donc, par la nature de notre technologie, oui, effectivement, souvent, nos clients sont soit gouvernementaux ou de grands industriels, mais une fois sur le projet lui-même, évidemment, on doit intervenir avec les autorités locales, hein, les mairies locales. Dans le cadre du projet PCCI au Maroc, bien évidemment, on touche beaucoup les agriculteurs. Donc, l'eau usée qui sera traitée par cette première vitrine-là sera réutilisée par les agriculteurs près de la station d'épuration. Et c'est eux qu'on veut sensibiliser. Et c'est là que Mme Bourgeois est aussi impliquée du côté du projet au Maroc avec son expertise au niveau de la RSE et de tout l'aspect gouvernance d'un projet comme celui-là. Donc, on peut compter sur l'expertise de Mme Bourgeois aussi là, au niveau du Maroc. Excellent, merci beaucoup. Donc, je garde en tête quelques éléments pour la suite. J'aimerais inviter maintenant M. Drouin et M. Tossu à répondre aux questions que je vais répéter. La première, c'était par rapport à la motivation que vous avez eue dans les cas de, pardon, M. Drouin, dans les cas de Biothermica Technologies, et dans les cas de M. Tossu et Econolaire Incorporé, quelle a été la motivation à participer dans ce type de programmes, les programmes de coopération climatique internationale? Et première question. Deuxième question, sur les terrains, comment est-ce que vous avez fait pour
établir des relations avec des organisations locales. Est-ce que c'était vraiment une partenariat intersectoriel ou avez-vous travaillé principalement avec des entreprises privées ou peut-être gouvernementales ou des ONG localement? Donc, Monsieur Droit, on vous écoute. Premièrement, l'entreprise existe depuis 33 ans. Donc, à la base, on est une compagnie qui a développé des technologies dans le domaine du traitement de l'air, l'assainissement des lieux d'enfouissement sanitaire en récupérant des biogaz, ainsi que la récupération de méthane de mines de charbon souterraines. Et on est débuté comme équipementier. 10 ans après, on est devenu une compagnie d'infrastructure que j'appelle aujourd'hui de mitigation climatique, donc propriétaire d'infrastructure sur une base Build, Own, Operate, Finance. Alors, on a des projets très importants qu'on a réalisés en tant que propriétaire. Le premier, c'est la centrale Gazmont, qui a été en opération pendant 20 ans dans la carrière Miron, qui est un investissement de 40 millions en 1995, que j'ai opéré pendant 20 ans en partenariat avec la Caisse de dépôt et de placement du Québec et SNC-Lavalin. On a répliqué la même chose au Salvador, où on a fait une récupération complète de biogaz et transformation en électricité. Et dans ce cas-là, on vendait également des crédits de carbone provenant du projet dans le cadre du mécanisme de développement propre du protocole de Kyoto. Dans le domaine des lieux d'enfouissement, les premiers lieux d'enfouissement où on a commencé à travailler, c'est dès les années 90. On a travaillé à Manille, on a travaillé par la suite beaucoup sur des sites en Afrique, on a travaillé beaucoup dans les Caraïbes, au Barbade, Trinidad et Tobago, on a travaillé au Nicaragua, au Honduras, beaucoup à Cali, également au Chili. Donc, on a une bonne idée de ce qui se passe dans le domaine. Et ce qui nous a amené en Haïti, c'est un constat. C'est le constat que les pays qu'on appelle les Least Developed Countries, lorsqu'on regarde la manière dont le mot Least Developed Country est défini par les Nations unies, c'est les pays qui à peu près ont un produit domestique brut de 2 000 US et moins par capita. Haïti, 855 $. Togo, 615 $. C'est des pays qui ne pourront jamais et qui n'auront jamais les moyens de pouvoir se doter de technologies propres dans le domaine de la gestion intégrée des déchets et donc dans le domaine de l'assainissement, dans le domaine du contrôle du méthane, des biogaz, qui sont un important contributeur aux gaz à effet de serre. Il faut savoir que le méthane a un pouvoir de réchauffement climatique 28 fois supérieur au dioxyde de carbone. En d'autres mots, chaque fois qu'il y a une tonne de méthane qui va dans l'atmosphère, c'est 28 tonnes équivalent CO2. C'est le premier constat. Deuxième constat, ces pays-là n'ont pas également les moyens, les villes, de payer des systèmes de collecte de déchets. Le taux de récupération de déchets en Haïti est le plus bas sur la planète, 12 %. 12 %, c'est le dernier rapport des Nations unies, de la World Bank, de la Banque mondiale. Des déchets en Haïti sont ramassés, 88 % dans l'environnement, dans des sites sauvages, dans les lits de rivières, dans la mer. Il y a une contamination extrêmement importante avec les effets sur la santé publique, avec les effets sur l'atmosphère. Il faut également savoir que dans les Least Developed Countries, l'empreinte carbone de ces pays va 3 fois plus rapidement en croissance. Et avec le méthane, et le méthane est un gaz à effet de serre, le méthane provenant des lieux d'enfouissement est un gaz qui augmente 3 fois plus vite que le CO2, que le dioxyde de carbone. Donc oui, pardon. Interpellé, terminé, on s'est dit, y a-t-il un moyen, lorsqu'on a eu une invitation à travers une ONG de Montréal qui plantait des arbres en Haïti, eux, ils ont dit, il faut régler le problème des déchets. On a été invité par le maire d'une ville, puis on s'est dit, y a-t-il un moyen de rendre accessibles des technologies propres dans le domaine de l'assainissement des déchets en Haïti? Et ça nous a amené donc à une première coopération
avec une ONG de Montréal qui avait une antenne en Haïti, au Gonaïves, dans le département de l'Artibonite. Et ça nous a amené dans une ville, la troisième plus importante ville, Gonaïves, en Haïti, d'environ 1,5 million d'habitants, à établir une première rencontre avec les édiles politiques de la ville municipale et qui nous a amené à réfléchir dès 2010 à un modèle de mettre en place une infrastructure qui pourrait être financée d'une manière pérenne dans le temps. On n'est pas là pour faire un projet de consultation, on est là pour construire et régler un problème. Et on a trouvé un modèle, et un modèle de coopération, moi j'appellerais un modèle socio-capitaliste, qu'on pourrait qualifier, où une compagnie privée s'associe avec une ONG qu'on a mis en place avec les 2 autres ONG et qu'on appelle une ONG technologique qui devient le véhicule où nous transférons toutes nos connaissances, nos technologies. Et cette ONG-là va être propriétaire d'infrastructures. 40 ans. On a signé une entente 40 ans avec la ville et je vous expliquerai plus tard comment on entend faire le financement. Oui. Alors, évidemment, le programme PCCI est arrivé à point nommé pour nous permettre de démarrer dès 2017 des opérations de collecte de déchets au Gonaïves avec une vingtaine d'employés qui sont actuellement dans l'ONG qu'on a créée là-bas. Et le Canada a pris le relais cette année avec un autre 2 millions et ainsi de suite. Mais c'est incroyablement intéressant, monsieur. Merci, monsieur Drouin. Et ces modèles socio-capitalistes est très intéressant justement parce que c'est de ça qu'on parle, c'est la coopération intersectorielle. Vous savez déjà travailler dans d'autres pays en Amérique latine. La problématique spécifique des Gonaïves en Haïti, c'était une ONG qui vous a allumé, qui vous a sonné un peu la cloche ici. Et vous avez été quand même ouverte à la possibilité de travailler dans un secteur où il n'y avait pas nécessairement des grands gains ou des promesses de profits importants, mais c'était plus, la collaboration, oui, les gains, parce que vous avez des coûts fixes à couvrir, mais c'est précisément cette convergence d'intérêts et comme on dit en bon français, les bons timings qui a fait que les projets a été exécutés en Haïti. C'est que dans l'ADN de notre compagnie, on dit, on fait des bons coups, mais il faut remettre à la société. Une entreprise aujourd'hui qui n'a que le gain financier comme objectif, à mon point de vue, n'est plus nécessairement une entreprise du 21e siècle. Aujourd'hui, il faut bien doser et bien harnacher, si vous voulez, les 2 facteurs de développement humain qui sont évidemment un développement qui est basé sur certains critères économiques connus, mais il faut y ajouter ce qu'on appelle les autres critères de manière à avoir un monde meilleur et surtout un monde qui prend à cœur la protection de l'environnement, parce que dans ce domaine-là, les retours peuvent prendre beaucoup de temps. Il faut être patient. Ça, c'est de la musique à mes oreilles, monsieur Drouin. Je travaille dans l'école des sciences de la gestion de l'UQAM et on fait énormément de conscientisation et de promotion de ces valeurs auprès de nos étudiants et de nos futurs entrepreneurs. Merci. Maintenant, monsieur Tossu, je suis désolée vous allez recommencer vous allez commencer la prochaine ronde, mais c'est à votre tour à répondre aux questions. Et donc, un peu les motivations d'Econolaire à participer dans les programmes PCCI, si c'était avant ou après qu'Econolaire avait eu des expériences dans des pays en voie de développement. Et comment ça s'est passé? Comment est-ce que les projets ont vu les jours dans ces pays-là? Quel genre d'interaction, quel genre de partenariats avez-vous établi avec des organisations locales?
Bon, merci beaucoup, Madame Olga. Je tiens d'abord à vous remercier pour l'invitation à ce panel aujourd'hui. Ce que je voudrais dire d'entrée, c'est que la firme Econolais existe déjà, ça fait pratiquement 40 ans. Déjà 40 ans que la firme existe et elle est spécialisée dans l'élaboration, la conception, la mise en œuvre et l'évaluation de projets d'efficacité énergétique et énergie renouvelable. Donc, elle travaille durant tout le temps, travailler avec les organismes internationaux de développement, que ce soit bilatéral ou multilatéral, comme l'Agence française de développement, l'Agence canadienne de développement qui s'appelait SIDA en temps, et la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, et ainsi de suite. Donc, la compagnie existait déjà depuis 40 ans et elle travaillait déjà avec ces organismes internationaux. Alors, par rapport à l'Afrique, ça fait déjà bientôt, enfin, pratiquement 25 ans que Econolais travaille en Afrique. La firme a déjà participé à l'élaboration et la mise en œuvre de projets en efficacité énergétique et énergie renouvelable dans la majorité des pays africains. Et donc, ce qui fait que la firme avait déjà une très bonne connaissance des différents enjeux des problématiques liées à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables, et a aussi une bonne connaissance des acteurs, donc des acteurs du marché de l'efficacité énergétique, dont les acteurs institutionnels, que ce soit au niveau national comme au niveau régional. Et Econolais est actuellement en partenariat avec un acteur institutionnel régional qui est ECRE, qui est une agence spécialisée mise en place par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Donc, la CEDEAO a mis en place l'agence, l'institution avec laquelle Econolais a fait le partenariat, qui est ECRE, pour s'occuper uniquement des questions de promotion, ou bien des questions liées à la promotion de l'efficacité énergétique et de l'énergie renouvelable. Donc, Econolais avait déjà cette connaissance des acteurs du terrain. Et puis, ECRE, qui est le partenaire d'Econolais, qui est bien sûr en charge de la promotion de l'efficacité énergétique au niveau régional, avait déjà développé une stratégie régionale de promotion de l'efficacité énergétique. Donc, une stratégie régionale de l'efficacité énergétique. Et le projet mis en place, la solution proposée par Econolais, ciblait justement le secteur industriel, la promotion de l'efficacité du secteur industriel, qui est un pilier de la stratégie régionale de l'efficacité énergétique. Donc, aujourd'hui, dans les pays ciblés par le projet, dans le cadre du PCCI, notre projet, c'est-à-dire le projet mis en œuvre par Econolais et le partenaire ECRE, couvre à la fois 8 pays, les 8 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Guinée-Conakry, et puis le Sénégal, le Niger et le Togo. Donc, les 8 pays sont couverts par le projet. Donc, la problématique majeure dans ces pays, la problématique auquel font face les industries, c'est le coût élevé de l'électricité et la fourniture de l'électricité qui n'est pas aussi fiable. Donc, et face à ces genres d'enjeux de problématiques, évidemment, l'efficacité énergétique, une bonne gestion de l'énergie peut vraiment contribuer à résoudre ces problèmes-là. Donc, c'est des stratégies qui ont été adoptées avec succès déjà dans beaucoup de pays. Donc, Econolais entendait à travers ce projet-là transférer son expertise et la connaissance aux acteurs de ces pays-là pour promouvoir, que ce soit des acteurs au niveau public comme des acteurs au niveau du secteur privé, pour promouvoir les bonnes pratiques de gestion de l'énergie. Donc, c'était ça. Et quand l'annonce du PCCI était venue, évidemment, c'est ECRE, l'institution régionale nous avait bien sûr approché. Bon, on les a informés, ils étaient déjà très ouverts
à tout ce qui leur permettait de mobiliser de la ressource et de l'expertise internationale pour mettre en œuvre leur stratégie régionale. Donc, l'annonce du PCCI était venue à point, alors là, et puis… c'est important. Oui, c'était venu à point et donc, Econolair avait pu facilement établir ce partenariat-là avec ECRE pour la mise en œuvre du projet. Donc, brièvement, c'était ça. Donc, ce qui veut dire que les objectifs du projet, tout ça là, avait été bien sûr établi ensemble avec ECRE, mais sur la base, bien sûr, de la stratégie régionale. Il fallait mettre en place un projet qui contribuait à la mise en œuvre ou bien à la réalisation de la stratégie régionale de promotion de l'efficacité énergétique dans les pays. Donc, ça a été fait conjointement entre les deux parties. Mais si je comprends bien, votre cas, comme les cas de Madame Labrec, était votre présence sur le terrain vous a permis de travailler avec une institution régionale, en fait. Ce n'était pas une organisation de base, ce n'était pas une organisation non gouvernementale, c'est une institution publique intergouvernementale. Et donc, vous savez travailler, vous savez travailler à ce niveau. Un peu contrairement à l'expérience de Madame Bourgeois et Monsieur Drouin, qui ont été approchés par des organisations, des organisations non gouvernementales, et vous vous êtes impliqués. Et bon, Madame Labrec Technologies et Ecofix a bénéficié de travailler par après avec des organisations plus locales, des organisations non gouvernementales. Mais dans votre cas, est-ce que Econolair a éventuellement eu l'occasion de travailler avec des organisations à un niveau, disons, plus proche des populations? Parce que là, on parle de CEDAO, évidemment, au niveau de… ce n'est pas panafricain, mais c'est pour l'Afrique de l'Ouest. Vous avez travaillé dans les différents pays de l'Afrique de l'Ouest, mais à l'intérieur de ces pays, y a-t-il eu des volets, des projets qui avaient à faire avec des organisations locales dans ces pays, des organisations non gouvernementales? Vous voulez dire à l'intérieur de ce projet du PCCI, c'est ça? À l'intérieur du projet mis en œuvre par Econolair. Oui, pour le PCCI, évidemment. Donc, bon, les organisations régionales, enfin, pardon, les organisations au niveau national que je peux citer, ce ne sont pas des organisations de même nature que celles mentionnées par M. Drouin, Mme Bourgeois et Labrec. Et ici, parce qu'ici, en fait, on s'est basé sur le mécanisme de coordination d'activités qui existe déjà, que ECRE utilise. Donc, ECRE, au niveau de chaque pays, puisque tous les pays membres, enfin, tous les pays de la CEDEAO sont membres de ECRE, ECRE dispose au niveau de chaque pays d'un point focal. Donc, d'un point focal qui relaie les activités d'ECRE au niveau de chaque pays. Et puisque les activités que Econolair a mises en place, a réalisées dans le cadre du PCCI, avaient nécessairement besoin de la… Bon, c'était des activités qui avaient surtout lieu, étaient plus liées. Il y avait du renforcement de capacité dans chacun des 8 pays que j'ai cités là. Et puis, en plus de ça, on a réalisé des projets pilotes d'efficacité énergétique dans 4 usines qu'on a choisies. Donc, une usine dans un pays, donc dans 4 pays. Et pour pouvoir réaliser ces activités, il fallait vraiment se baser sur une présence nationale. Donc, on s'est basé sur le point focal de créer au niveau de chaque pays pour nous aider à mobiliser les participants à nos différentes activités. Par exemple, quand on veut faire du renforcement de capacité, c'est des ateliers de formation qu'on organisait. Donc, le point focal d'ECRE nous aidait à contacter, par exemple, l'association des ingénieurs, des associations professionnelles d'industrie dans tel secteur,
les gens de la société civile, les ONG, les organisations de la société civile, donc nous aidaient à mobiliser ces participants-là pour pouvoir réaliser les activités du projet. Donc, ce n'était pas une collaboration directe comme ça entre Econolair et les organisations sur place, parce que ça faisait déjà partie de l'entente qu'on avait eue au début, à savoir que créer l'institution régionale spécialisée, donc mise en place par une institution publique, la CEDEAO, donc ECRE s'occupait de tout ce qui est contact direct avec les participants. Econolair apportait la ressource, mobilisait l'expertise internationale pour venir réaliser l'activité, bien sûr en collaboration avec ECRE. Donc, il n'y avait pas de contact direct comme ça a été le cas avec les autres projets. Je comprends. Merci beaucoup, M. Tossu. Les temps courent malheureusement. Et j'ai quand même une question. Et pour la deuxième ronde, avant d'ouvrir quelques questions aux participants, et cette question ne concerne pas les activités, les actions de vos entreprises sur le terrain, mais plutôt à l'intérieur de votre entreprise. Qu'est-ce que vous avez pensé avoir tiré comme expérience, comme leçon de ces partenariats intersectoriels? Et là, si je ne me dépêche pas, c'est mon ordinateur qui est lâché. Un petit détail quand même. Voilà. Donc, on a parlé des différents types d'interventions, des interventions qui se passent par les institutions gouvernementales locales, soit les gouvernements nationaux ou les gouvernements locaux et municipalités, des interventions qui ont été suscitées par des ONG. D'une façon ou d'une autre, on arrive à établir des ententes pour nous approcher le plus possible du terrain, mais ça dépend aussi des projets et du mandat que vous avez accepté dans des projets. Mais de ces partenariats que vous avez établis, et particulièrement dans un contexte des pays en voie de développement, qu'est-ce que vous avez tiré comme leçon importante pour votre entreprise qu'il ne fallait pas perdre et qu'il faudrait peut-être mettre en œuvre dans une prochaine occasion? Les PCCI 2, n'est-ce pas, M. Charlevoix? Donc, je vais commencer par M. Tossu, qui a été notre dernier participant. Bon, évidemment, on devrait être déjà à la fin du projet, mais bon, la situation du Covid fait que ça a été un peu retardé. Ce que je voulais dire, bon, c'est quand même, je veux dire que pour ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, on peut dire qu'on a assez tiré de leçons. Et moi, ce que je voudrais dire, première leçon que je trouve être capitale, c'est que déjà dès le départ, au moment de l'établissement du partenariat entre les partenaires, la leçon que j'ai tirée, c'est qu'il est très important que les thèmes du partenariat soient très bien énoncés, très bien clairs. Parce que quand ce n'est pas clair au début, après, ça cause de problèmes. Parce qu'il arrive souvent que les gens aient de différentes interprétations. Pourquoi je le dis? Dans notre cas spécifiquement, quand on avait commencé, on avait notre contact au sein de l'institution avec qui on travaille, c'est-à-dire le gestionnaire du projet au sein de l'institution partenaire. Donc, on avait tout décidé avec lui, tout ce qu'il fallait faire pour les activités. Donc, tout était bien dit au début. Mais après, il s'est fait que celui qui était notre contact au sein de cette institution a été changé. C'est-à-dire il est allé dans un autre projet et quelqu'un d'autre est venu. Donc, quelqu'un d'autre est venu avec ses idées qui n'étaient nécessairement pas ce qu'on voulait faire au début. Donc, il est venu avec ses idées et ça a fait que les activités ont été bloquées pendant un certain nombre de mois. Il avait même fallu qu'on se déplace
de Québec ici jusqu'au Cap-Vert pour avoir des rencontres officielles avec l'institution pour tout débloquer. Et ce qui se passait, c'est-à-dire celui qui est venu remplacer, bon, heureusement que le thème du partenariat, tout était défini. On avait fait un mémorandum d'entente entre les deux institutions, les deux parties, les deux partenaires. Il y avait eu un mot dont tout était bien clair avec le document du projet. Mais celui qui est venu y remplacer, il n'avait pas lu, il n'avait pas vraiment pas pris connaissance de tout ce qui était décidé au début. Mais lui voulait donner une autre direction au projet. Mais ce qui n'était pas fait ce qui n'était pas l'objectif dès le départ. Et ça allait comme à nous amener à carrément, il allait avoir des impacts au niveau de la mobilisation des ressources, de l'expertise, du temps, parce qu'il fallait, bon, c'est un projet à mettre sur un temps donné, on avait un chronogramme à respecter. Donc, heureusement, on était parti avec tous les documents, on a tout mis sur la table, on a discuté, et puis après, tout est revenu dans l'ordre, et puis on a pu continuer les activités. Mais on avait quand même perdu 4 à 5 mois. 4 à 5 mois à parler, puis à chercher à résoudre. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, s'il n'y avait pas ces documents-là au début, je pense que ça aurait pu donner quelque chose d'autre. Soit nous retarder plus, soit nous amener à modifier le projet, ce qui n'arrangeait pas les deux partenaires. Vous seriez encore en train de discuter. C'est possible. Donc c'est pour ça. Bon, il y a d'autres leçons, mais je préfère me limiter à ça. C'est ce que je trouve comme leçon importante là, et puis je laisse les autres panélistes. Non, mais c'est très intéressant. Si j'entends bien, c'est l'importance d'un partenariat clairement établi, où les responsabilités et les objectifs sont clairs, et on peut se baser sur ça pour le futur, mais justement, preuve de flexibilité et une certaine flexibilité pour accepter que ça prend du temps de discuter, ça prend du temps de s'approprier de ces objectifs communs, et quand même une fermeté de se tenir justement à ces partenariats. C'est donner des petites valises de négociation, mais sans manquer de respect aux documents. C'est ça que je retiens. Merci. Bien sûr, il y avait bien sûr des compromis, mais quand même, on avait réussi à nous en tenir à l'idée originale du projet. Donc, on n'a pas changé l'idée. J'aime bien ces mots, compromis. Merci beaucoup, Monsieur Tossu. Merci. Monsieur Drouin. Je vais répéter la question. C'était essentiellement qu'est-ce que vous savez tirer comme expérience essentielle, fondamentale de cette expérience en Haïti, quelque chose que vous ne laisserez pas perdre au sein de votre entreprise pour des futurs partenariats intersectoriels. L'expérience est tout le temps en continuité. Nous, le projet a été conçu pour durer minimum 40 ans. Donc, et ça a été très clairement établi dès le départ dans une entente signée avec la municipalité des Gonaïves. N'oubliez pas, on met en place un projet d'infrastructure qui va coûter 50 millions de dollars, qui doit être financé par un cofinancement relié à du financement climatique sous forme de subventions, d'emprunts et de participation sous forme d'équité par des compagnies privées. Et dès le départ, l'entente cadre qu'on a signée avec la Ville en 2011 était très claire. On avait 3 obligations. La première, c'était de mettre en place l'entité haïtienne qui ferait le service public, donc la collecte des déchets et l'opération d'un lieu d'enfouissement. Donc, une obligation de ma part de résultat de Biothermica, de mettre en place le financement du projet et de mettre en place un mécanisme de revenus provenant de 2 sources, des revenus d'électricité et, ce qui est novateur, des revenus du marché carbone international qui essentiellement financerait le service public que la Ville n'a pas les moyens de payer. Les villes dans ces pays-là ne peuvent pas payer des 40 $ la tonne de déchets de tipping fee. Ils n'ont pas
cet argent-là dans leur budget municipal. Donc, ils vont tout le temps, ils ne pourront jamais collecter les déchets. Partant d'un cadre très bien établi, ce qu'on retire du PCCI, ça a été la bougie d'allumage pour nous. Parce que le PCCI, en investissant et en croyant à notre concept de projet, qui est un projet d'infrastructure, là. Alors, l'ONG qu'on a mis en place va gérer la collecte de déchets et le lieu d'enfouissement. Les budgets pour ça, c'est à peu près 20 millions de dollars pour faire la cellule numéro 1. On a tout terminé les études d'engineering, 20 millions. Et le privé va mettre une centrale électrique biosolaire, donc solaire et biogaz, et vendre évidemment les crédits de carbone, lesquels crédits vont être remis à l'ONG qui fait la collecte et qui va payer pour les opérations du lieu d'enfouissement. Essentiellement, c'est ça. Donc, l'investissement des centrales est payé par les revenus provenant d'un contrat avec Électricité d'Haïti, ce qu'on appelle un Power Purchase Agreement, et le coût d'opération d'un système de collecte et d'un lieu d'enfouissement, incluant la capitalisation, provient, dans le fond, d'un revenu international de carbone. Dans le fond, ce sont les gens des pays riches qui vont aider les pays qui n'ont pas les moyens à s'assainir. Exact. Et le rôle du PCCI, parce que ça coûte cher développer des projets comme ça. Il faut des avocats, il faut des comptables. C'est des millions de dollars développer des projets comme ça. Le PCCI a été la bougie d'allumage. Ils ont dit, on vous donne 1 million, puis commencez. Ils nous ont fait confiance. Ça, c'est fondamental pour n'importe quel promoteur. Quand on embarque dans des choses comme ça, on sait quand on commence, mais on ne sait pas quand ça se termine. C'est des projets complexes à mettre en place. Parce qu'il faut faire affaire avec des gouvernements, il faut des ententes interministérielles, des ententes municipales. Première bonne nouvelle, dans l'entente, il était prévu que la Ville nous rétrocède un terrain avec des titres clairs de 65 hectares pour 1 $. Ils l'ont fait en 2019. Ils nous ont transféré 135 acres de terrain réel. On est en train de faire l'arpentage légal pour 1 $. Donc, la Ville respecte son entente. Deuxièmement, parce que M. Charlebois, PCCI, est embarqué, le fédéral, Canada, a continué. Ils ont dit, nous, on va vous financer jusqu'en 2024, 2 millions. Et on vient de déposer... Oui? Non, c'est justement, je suis désolée de vous couper, mais c'est fondamental l'appui du gouvernement, dans notre cas, autant au niveau provincial qu'au niveau fédéral. Ça, c'est quelque chose qui a été souligné dans la revue de littérature, dans d'autres cas, où c'est sûr que les entreprises privées n'ont pas nécessairement le capital pour s'investir dans une aventure comme celle-ci, mais les gouvernements peuvent faire justement la différence et les types d'apprentissage qu'on tire sont géniaux. Si je comprends bien, autant au niveau, M. Tossu parlait du partenariat au départ, que ça soit clair. Dans votre cas, ce qui est très important, c'est cet engagement à long terme et un contrat de passation des marchés. Quelque chose qui va assurer les acteurs locaux de prendre en charge la contribution que vous avez faite. Et évidemment, cet engagement à long terme est possible grâce à l'appui gouvernemental. J'envoie une petite note à mon voisin d'écran, M. Charlebois, mais aussi c'est de créer ou de soutenir ou de renforcer les capacités des organisations locales pour qu'elles puissent prendre en charge la suite. Donc, merci beaucoup, M. Drouin. Et je passe maintenant à Mme Labrec. Ces grandes leçons que vous avez tirées des expériences que vous avez eues dans les pays en voie de développement.
Ben, tout d'abord, j'aimerais mentionner que l'intervention de M. Toussou là, m'interpelle particulièrement parce qu'effectivement, je pense que de bien camper le partenariat est primordial pour arriver à un succès dans un projet comme celui-là et que les partenariats multi-acteurs, en fait, apportent de très grandes choses, apportent de nombreux avantages, mais il faut être conscient aussi qu'ils ne sont pas faciles. Ils demandent du temps, ils demandent de l'investissement et chacun a ses propres objectifs dans chacun de ces partenaires-là aussi. Il faut en être très conscient. Il faut trouver l'objectif commun. Puis cet objectif-là commun, évidemment, c'est la population, c'est l'utilisateur final qu'on souhaite tous aider. Donc, il faut vraiment prendre le temps en début de projet, je pense, de bien se comprendre, de bien comprendre les objectifs de chacun des partenaires, de bien camper le partenariat. Donc, je vais juste mentionner, sans répéter ce que M. Toussou a mentionné, que c'était effectivement un apprentissage et un point très, très important dans la réussite de projets comme ça. Pour nous, peut-être pour ajouter là, dans ce qu'on a appris, je vous dirais que ça nous force à faire évoluer le modèle d'affaires d'Ecofix aussi. Donc, évidemment, on est une entreprise privée, comme je vous le disais, toute jeune encore. On n'a pas 10 ans devant nous comparativement à M. Drouin et M. Biothermica qui ont 33 ans d'expérience maintenant. Mais on cherche à répliquer des projets comme ceux-là. Pour nous, c'est important de continuer à avoir de l'impact dans ce qu'on fait et on aimerait beaucoup que des programmes PCCI qui en aient plusieurs autres, mais la réalité, c'est qu'il y en a très peu. Il y en a très peu, en fait, de petits financements, de bougies d'allumage. Votre terme, M. Drouin, est excellent. Il y en a très, très peu. Donc, on cherche à faire évoluer notre modèle d'affaires pour devenir notre propre bougie d'allumage, en fait, d'avoir une façon de générer nous-mêmes un certain fonds à partir de nos activités qui sont commerciales et on ne le cache pas, hein, évidemment, si Ecofix ne tire pas de revenus de ces activités, bien, des beaux projets comme on fait au Maroc, on ne peut plus en faire. Mais est-ce qu'il y a façon pour nous d'arriver à être notre propre bougie d'allumage? C'est ce qu'on travaille actuellement, ça demande notre réflexion de travailler avec le Maroc en ce moment, où il y a un très grand intérêt. Donc, ce premier projet PCCI nous amène déjà à travailler des projets pleine grandeur avec le gouvernement. Il y a un intérêt pour la technologie. On veut voir comment on peut continuer en faisant des projets plus commerciaux, de nature plus commerciale, comment on peut continuer à travers ça à aider les populations locales qui, elles, n'auront pas l'opportunité d'acquérir une technologie de manière traditionnelle. Donc, c'est l'apprentissage qu'on fait actuellement, qui est toujours en cours. Oui, excellent et bonne chance. Mais ce que j'entends, c'est évidemment, oui, multi-acteurs. Qui dit multi-acteurs dit des intérêts très divers et des objectifs aussi très divers, d'où l'importance de ces partenariats bien clairs. Et la façon d'obtenir le capital pour financer ce type d'aventure, c'est autant de la part de l'entreprise, autant du côté du gouvernement, mais aussi il y a des organisations de coopération internationale qui pourraient apporter, eux, de par leur propre projet financé par les gouvernements et autres, pourraient aussi apporter un petit morceau de capital, soit en ressources, connaissances, contextualisation, etc. Mais oui, en effet, on est tous à la recherche de ces capitales, de cette étincelle de capital pour initier les projets dans les pays en voie de développement. Merci beaucoup, Madame Labrec. Et enfin, et surtout, Madame Bourgeois, quelles seraient vos expériences par rapport à ça? Écoutez, je ne voudrais pas répéter ce que les gens ont dit parce qu'il y a beaucoup de choses, particulièrement au niveau de la gouvernance pour moi, qui démarrent dès le début, hein, avec justement mission commune, s'assurer que tout le monde est aligné. Et ça paraît facile à dire, mais c'est très difficile à faire. Vraiment, c'est complexe. Non seulement il y a des intérêts différents, mais il y a des structures de gouvernance différentes à l'intérieur des organisations. Là, je réfère plus que le projet Bénin, oui, mais tu sais, quand on a une université comme l'Université Laval versus Technologie Ecofix versus une mairie ou un regroupement de 60 ONG, chacun a des prises de décision différentes. Donc, on doit, nous, s'asseoir et dire
comment on arrive à faire fonctionner tous ces gens-là. Donc, au-delà de l'intérêt, il y a la culture. La culture, puis je ne parle pas juste de la culture Canada-Afrique, je parle des cultures organisationnelles qui sont différentes. Il y a des valeurs individuelles. Donc, un des apprentissages que je pourrais peut-être rajouter par rapport à ce que tout le monde disait, c'est l'importance de l'humain. Ça a l'air fou à dire, mais c'est tellement important, les relations qu'on a avec les gens. Il y a souvent, surtout quand on est ici, puis les gens sont ailleurs, en Afrique par exemple, bien, on ne se voit pas tous les jours. Donc, de garder cette communication-là, de garder cet alignement-là. Nous, notre travail chez Humalia, c'est beaucoup de s'assurer que chaque partenaire, à tout moment du partenariat, continue à être motivé, continue à voir c'est quoi l'intérêt pour lui. Puis des fois, c'est difficile d'aligner tous ces intérêts-là, mais ça, c'est quelque chose qui est important. La deuxième chose que je dirais, c'est que ça nous change, nous. Puis ça, peut-être que c'est quelque chose souvent au quoi on ne pense pas. On pense, ça nous a apporté ça. Mais à l'intérieur de notre boîte, quand on fait un partenariat comme ça nous change. Pourquoi? Parce qu'on est en contact avec des gens qui ont des visions différentes. On doit s'adapter. Ça nous fait grandir. Et moi, tous les partenariats qu'on a fait, souvent dans les entreprises privées, on voit, et c'est les clients qui nous disent que le client lui-même a changé sa vision de son rôle comme entreprise. Alors oui, et plus ils en font, je dis souvent que ça devient addictif. Hein? Marisol a dit qu'elle veut continuer à en faire. Je la comprends parce que ce n'est pas la seule première fois que j'entends. Je vois M. Drouin, effectivement, je le sais, on s'en est déjà parlé. C'est des choses qu'à un moment donné, c'est les choses les plus difficiles qu'on a à faire. C'est vraiment pas facile. Mais quand on voit les résultats, qu'on a focusé sur l'humain, qu'on a aussi la gouvernance ce n'est pas juste au début, c'est tout au long du partenariat. Donc, comment on s'assure à tous les mois de façon opérationnelle, à tous les 3 mois de façon stratégique, qu'on reste aligné, qu'on continue à avoir de la détermination. Donc, tout ça, c'est important. Puis la dernière chose que je dirais, c'est effectivement par rapport aux bailleurs de fonds, par rapport au gouvernement dans ce cas-ci, que Jonathan représente ici. Non seulement il y a l'appui, la bougie d'allumage, je pense que, Guy, on va utiliser ton expression. Oui. Il y a ça, mais il y a bien au-delà de ça. Il y a cet accompagnement, il y a cette discussion, cette ouverture, cette flexibilité, ce partage de meilleures pratiques parce qu'eux voient plusieurs projets, mais aussi cette adaptation parce qu'il n'y a aucun projet qui est exactement comme tu l'as imaginé. Donc, d'arriver à avoir un bailleur de fonds qui t'accompagne, qui est capable de voir les solutions que tu as imaginées avec tous les partenaires, hein, pas un seul partenaire, mais d'avoir cette flexibilité. Donc, moi, je dirais que ça, c'est quelques leçons apprises. Je suis allée un petit peu plus loin que juste ce qu'on a appris, mais c'est ce qui m'est ressorti, qui venait complémenter un peu ce qui a été dit. Et vous finissez pile juste avant que l'alarme sonne. Donc, bon, ben c'est bien. Madame Bourgeois, si je retiens de vos apprentissages, il y a d'abord et avant tout la gouvernance du projet qui n'est pas une activité de début, mais c'est tout au long les projets. Et la relation avec les gouvernements qui va au-delà du côté financement qui est bien important. Et je pense que Michel Asselin va nous dire quelque chose par rapport aux possibilités de ce type de financement, mais je disais qu'il va au-delà du financement et qui peut aller jusqu'au partage de meilleures pratiques pour renforcer les capacités de nos organisations et renforcer aussi la possibilité de ces collaborations à long terme, pour que ça ne soit pas juste, comme on dit en espagnol, fleur d'une journée, mais que ça soit vraiment des partenariats qui vont continuer. Et dans la continuation, vous avez mentionné la relation. La relation entre les humains, la relation entre les personnes, qui est basée entre autres sur la communication, sur la présence, mais je pense aussi que dans votre expérience, si je peux dégager quelque chose, ça nous change et ça nous engage. Et je pense que c'est pour ça que vous êtes encore là et que les projets vont continuer. Nous avons dépassé de quelques minutes, mais ça a été une conversation incroyablement riche. Et si je peux continuer, je vais passer maintenant la parole à Guillaume, qui a colligé pardon, les questions des participants. Nous avons vu quelques fenêtres s'ouvrir avec quelques questions et c'est Guillaume qui va les colliger, qui va nous poser peut-être
2 questions pour une petite ronde des panélistes. Merci, Olga. Il y a eu quelques questions. Premièrement, il semble y avoir des questions sur comment sont établies, mises en place les collaborations avec des ECI. Bon, je pense que certains d'entre vous ont répondu à certains éléments de questions, mais peut-être pourriez nous donner un petit peu plus de pistes sur comment les collaborations sont établies, puis peut-être élargir aussi à donner des recommandations sur comment ces partenariats-là peuvent être établis. Et deuxième question, je pose la deuxième question tout de suite. Il y a aussi eu quelques préoccupations sur la pérennité, la viabilité des actions une fois que votre projet sera terminé. Donc, les gens aimeraient ça vous entendre parler un petit peu plus du type d'action que vous avez entrepris pour assurer la viabilité de votre projet après votre départ, notamment dans le cas de Biothermica. Les gens semblent être curieux de comprendre un petit peu mieux le rôle de l'ONG locale, puis la passation des dossiers pour assurer une viabilité durant 40 ans. Disons, pour répondre à cette dernière question, effectivement, c'est un projet qui se termine par un projet d'infrastructure. C'est prévu d'ailleurs dans l'accord qu'on a signé avec le Canada lors d'un appel d'offres qui a eu lieu il y a 1 an et demi, 2 ans, où on a obtenu un deuxième financement qui suit le financement du PCCI de 2 millions, où on doit débuter et on a une obligation de résultat réellement qu'on a pris, qu'on n'a pas eu peur de prendre. Ça a des implications financières sur l'entreprise, mais c'est le genre de risque qu'on est habitué de prendre quand on se lance dans le développement de projets d'infrastructure. Ce n'est pas le premier. On en a fait plusieurs avant. Il y a tout le temps beaucoup de risques. Pour arrimer toutes les ententes, soit les ententes de financement, les ententes avec les gouvernements, avec les banques internationales de développement qui financent des infrastructures. Donc, on vient de déposer, pas plus tard qu'hier, dans le cadre d'un appel d'offres international organisé par 3 pays, l'Allemagne, le Danemark et le Royaume-Uni, avec la communauté économique internationale, un appel d'offres pour des projets d'infrastructures en mitigation climatique. Donc, un appel d'offres adressé aux pays en voie de développement, autant aux entreprises privées faisant partie de ces pays-là qu'aux différents gouvernements directement. Donc, tout le monde peut appliquer pour des projets dont le montant minimal est de 5 millions d'euros à 20 millions d'euros de demande de subvention. Alors, 20 millions d'euros, c'est 30 millions de dollars canadiens. On a appliqué et avec l'appui du gouvernement canadien et même québécois, ainsi que l'appui de banques internationales de développement qui veulent également investir dans le concept du projet. On ne peut pas mentionner, c'est confidentiel, mais il y a deux groupes internationaux en financement climatique reconnus mondialement qui nous supportent dans la phase 2 du projet, qui est la phase de capitalisation au niveau des compagnies, au niveau des projets d'énergie renouvelable, donc solaire et biogaz. Alors, on a déposé pour l'équivalent de 19,3 millions d'euros, donc environ 30 milliards de dollars canadiens. On devra avoir la réponse avant Noël. Alors, c'est la partie grant, subvention. Pourquoi? Comment on l'a conçu, notre projet? On l'a conçu en 2 phases. On appelle ça la phase 1, le proof of concept, qui va être faite avec l'ONG. Le 20 millions va servir à pouvoir desservir une ville d'1,5 million d'habitants avec un système de collecte de déchets et de construire la première cellule du lieu d'enfouissement et le premier 2 mégawatts de solaire. Tout ça va appartenir, non pas à Biothermica, mais à l'ONG qu'on a mis en place. L'ONG va être propriétaire d'infrastructures. Elle va la gérer avec les ententes qu'on a signées avec la ville, avec évidemment l'appui de la ville des Gonneilles. Et moi,
comment on a orienté l'affaire. On a dit à notre ONG, ils sont maintenant 20, ils vont monter à 40 employés, on dit là, la balle est dans votre camp. Il dit, le privé va embarquer si vous faites une bonne job. Si vous savez collecter des déchets, pas à 50 $ la tonne, mais peut-être à autour de 15-20 $ la tonne. Ça fait 3 ans qu'on collecte de déchets. On connaît combien que ça coûte de collecter là-bas, dans les rues des Gonaïves. Collecter des déchets aux Gonaïves, ce n'est pas collecter des déchets à Montréal. C'est toute une autre planète, complètement différente. On connaît les déchets, on les a caractérisés, on connaît les difficultés, on connaît l'état des routes. On a déjà le lieu d'enfouissement, on a les distances. Et on a mis également dans le budget le retapage, parce qu'on a un quartier modèle là-bas, du réseau électrique. Là-bas, c'est plein de connexions illégales. Toute la distribution électrique, là, c'est, en bon québécois, c'est un free-for-all. Tout est à faire. Alors, ce 30 millions-là va être investi. Nous, Biothermica, on va construire le lieu. On va être tout simplement les fournisseurs d'un contrat de construction. Tout ça va appartenir à Bioénergie Haïti, qui est l'ONG. Et si après ça va durer 4 ans, la période de NAMA, 4 ans et demi, s'ils font une bonne job, que c'est bien fait, comme quand nous, on a investi au Salvador, on a investi à peu près 5 millions dans le site d'enfouissement de Neyapa au El Salvador. Pourquoi on a mis 5 millions? Parce qu'on a vu que les gens opéraient correctement le lieu d'enfouissement. Ils opéraient correctement un système de collecte de déchets. Donc, on n'allait pas perdre notre chemise en allant prendre un système de collecte de gaz pour faire de l'électricité avec ce gaz-là. Donc, là, véritablement, notre ONG a une obligation de résultat. Je peux vous dire qu'ils prennent au sérieux. J'ai 2 Haïtiens de notre ONG qui vont être à Montréal pendant 1 an. Ils vont travailler au site d'enfouissement de Lachenay. Ils n'apprendront pas comment gérer un site en lisant un livre. J'ai fait une entente avec le propriétaire du lieu d'enfouissement de Lachenay, qui est le plus gros au Québec. Ils vont aller travailler là 1 an, 1 an et demi, 2. Un chimiste puis un gars. Ils vont apprendre comment compacter des déchets, comment gérer un réseau de captage de bière, etc. C'est l'approche learning by doing. Donc, c'est tout. Alors, et là, ils le savent. J'ai dit, vous allez avoir une job pendant 25 ans si vous faites une bonne job. Puis je peux vous dire, avoir une job au Gonaïves, c'est de sortir de la pauvreté. Alors, on a fait la même chose au Salvador. J'ai formé 15 employés salvadoriens pour gérer un réseau de captage. Et moi, je veux dire, c'est là ma plus grande joie. Qui nous allume le plus chez Biothermica, mes employés. Ils travaillent, ils apprennent vite, puis ils n'ont pas besoin qu'on soit là. Moi, je leur ai tout le temps dit, c'est votre affaire. Alors, quand on a eu un camion de vidange de Montréal, on a eu un don, on a envoyé un camion de vidange là-bas au Gonaïves, vous allez l'opérer le camion, vous allez l'opérer, c'est votre problème. Je peux vous dire, je suis impressionné. Je suis réellement, ça, Lucie, elle le sait. Quand on leur donne une chance de performer, puis pas tout leur dire c'est votre affaire. C'est équitable. Vous êtes équitable. C'est ça, l'équitabilité. Le temps file. Merci beaucoup, M. Drouin. Et les participants aimeraient entendre aussi un peu nos autres panélistes. Sur la question de la passation, de la pérennité de vos actions et comment vous assurer qu'il y aura une prise en charge par les populations à la suite des projets. Je pense qu'on est tous polis à... On est tous pognés là-dedans. On est tous polis. En fait, si je peux y aller, je vais y aller rapidement. Puis je pense que ça va donner un petit peu un écho aussi à ce que Guy disait. En fait, en termes il y avait 2 questions. Hein, comment les partenariats sont établis? Bien, la première chose, moi, que j'aimerais dire, qui est vraiment importante, qu'on oublie souvent, c'est que nos organisations doivent se préparer à ce partenariat-là. Ça veut dire, comme organisation des coopérations internationales, avant de faire un partenariat avec une entreprise privée, il faut que vous, à l'intérieur, vous vous questionnez pourquoi vous avez envie de faire ce partenariat-là. Quelle est votre culture? Qu'est-ce que vous croyez? C'est quoi les croyances à la base de votre organisation, de votre ONG?
par rapport au secteur privé. Souvent, on dit, ah, ils veulent juste l'argent. Puis je sais, je l'ai entendu, mais vous avez entendu des entrepreneurs aujourd'hui qui disent, bien, c'est pas juste l'argent qui compte. Il y en a pas, mais il y en a de plus en plus, premièrement. Mais il faut se questionner puis dire, qu'est-ce qui nous, à l'intérieur de notre boîte? Est-ce qu'on sait ce que ça veut dire travailler avec le secteur privé qui est différent de nous? Donc, toute cette appropriation à l'interne des organisations. Et le secteur privé, la même chose aussi. Quand un nouveau partenaire du secteur privé arrive, comment on le prépare à travailler avec des OCI, avec des gouvernements, s'il ne l'a pas fait avant. Ça, je pense que c'est vraiment important en termes de partenariat. Après, c'est de la mécanique. L'entente de partenariat qui détaille les rôles, les responsabilités, on en a parlé. Qu'est-ce qui arrive en cas d'arbitrage si quelque chose ne va pas bien? Donc, vraiment avoir ces ententes-là bien établies, puis le suivi. Puis avoir des structures, comme je disais tout à l'heure également. Je vais aller assez rapidement pour laisser la chance aux autres de parler. En termes de pérennité, je pense que l'appropriation locale est absolument, absolument essentielle. Je pense que c'est ce que Guy a dit. C'est autant au niveau des populations. Nous, ce qu'on a fait beaucoup, c'est énormément de travail au niveau de la sensibilisation puis de l'implication des populations locales, même au-delà des organisations de la société civile dans les villages. Donc, créer des gens dans les villages qui vont avoir envie de s'impliquer pour s'occuper des systèmes de traitement d'eau que Technologie Ecofix a installés. Et Technologie Ecofix a eu à former les gens sur place. A eu également, dans les différents systèmes qui ont été bâtis sur place, pas les importer du Canada, mais à les bâtir avec des entrepreneurs locaux. Donc, créer cet écosystème d'affaires autour afin que quand le projet se termine, il y a effectivement des entrepreneurs locaux, il y a des populations, il y a la mairie, on est allé au ministère de l'Agriculture, ministère de la Santé, ministère du Développement durable, leur faire comprendre le projet qu'on fait pour qu'eux aussi puissent supporter puis éventuellement aussi envoyer des fonds. Donc, tout ça, j'y vais assez rapidement. Puis la dernière chose que je dirais, c'est créer des activités économiques. Comme Guy en parlait, c'est essentiel. À mon avis, ce n'est pas toujours possible, mais quand c'est possible, ça assure justement cette continuité-là dans le projet, puis qu'il va avoir une pérennité parce que, un, il y a de l'argent pour continuer à faire les actions qui ne sont pas génératrices de revenus, mais deuxièmement, également parce qu'il y a une motivation, puis on continue à assurer la pérennité. C'était les petits points que je voulais apporter peut-être pour complémenter. Excellent. Merci beaucoup, Madame Bourgeois. Est-ce que je vois M. Tossu, Madame Labrec? Peut-être rapidement aussi ce que je peux ajouter par rapport au partenariat. Je pense qu'une des constantes que les panélistes ont peut-être pu observer là, dans les 4 entreprises, c'est que personne n'a forcé le partenariat. Hein. Le PCCI est arrivé et tout le monde avait déjà un projet sur la table, avait déjà avancé. Donc, ce n'est pas le PCCI qui a fait naître le projet. Je pense que c'est important de constater ça, que c'est important, c'était déjà existant. Donc, il ne faut pas que ça soit forcé par un financement et ce n'est pas le cas d'aucune des entreprises qui est ici aujourd'hui. Et ça, c'est intéressant de le constater. Au niveau de la pérennité, moi, je trouve très impressionnant le modèle de M. Drouin. Là, je deviens spectateur à vous écouter. Là. Mais effectivement, je suis contente que les gens qui nous écoutent en ce moment posent la question parce que oui, c'est une préoccupation très importante de s'assurer qu'il y a une pérennité au projet. On serait très triste chez Ecofix si on apprenait autant au Bénin qu'au Maroc que le projet, après un certain temps, n'a pas été maintenu, n'est plus en place, ne fonctionne plus. C'est vraiment pas l'objectif de ce qu'on fait. Dans le cas du Maroc, on a un partenaire qui, évidemment, est parent gouvernemental, qui a des fonds et dont la première fonction, c'est de s'occuper des sites comme celui qu'on fait actuellement. Donc, pour nous, c'est très rassurant. Hein? Dès qu'on fait la formation localement, vraiment, des gens qui s'occupent du site de Ntaoujdat, il y aura formation, ils vont s'approprier la technologie. Et pour nous, ça, c'est important. Donc, Ecofix, une fois que le projet est terminé, on sait que ces gens-là vont être en mesure d'opérer le système, de le maintenir, de l'entretenir, de s'assurer qu'il continue. Puis au-delà de la pérennité, nous, on veut une réplicabilité. On veut que le modèle qu'on met en place, le projet qu'on met en place, est-ce qu'on peut le répliquer? Est-ce qu'il peut devenir une vitrine pour d'autres projets au Maroc ou autour des pays limitrophes? Donc, pour nous, on essaie d'avoir une approche où on se dit, OK, est-ce que ce qu'on a mis en place, on peut le répliquer ailleurs aussi? Fait que ça, on pense à ça aussi quand on fait un projet comme celui-là. Ouais. Merci beaucoup, Madame Labrec. Et on retient des phrases assez importantes.
par exemple, les renforcements des capacités va de pair avec la responsabilisation des organisations, des personnes au niveau local. C'était M. Drouin qui disait ça. Et Madame Bourgeois, entre autres choses, disait que les projets ne peuvent pas être forcés, les partenariats non plus. Et je pense que c'était quelque chose qui rejoignait aussi Madame Labrec. Très important, la pérennité va de pair avec l'efficacité aussi. Parce qu'on ne peut pas assurer la pérennité si on n'a pas preuve que ça fonctionne et que localement, les organisations, les groupes, les gens sont capables d'assumer cette pérennité-là. Monsieur Tossu? Oui, donc à notre niveau, notre stratégie a plus reposé à chercher une réplicabilité des activités que nous avons mises en œuvre, une réplicabilité par bien sûr notre partenaire. Comme je le dis, c'est l'institution spécialisée de la promotion de l'efficacité énergétique dans la sous-région. Donc déjà, au niveau de la conception, notre stratégie a consisté beaucoup à mettre en place une structure de gouvernance qui reflète cette idée-là. Donc, notre structure de gestion de projet a consisté à mettre dans la même unité de gestion Econolaire, un représentant d'Econolaire et puis un représentant d'ECRE, c'est-à-dire les décisions qui sont prises lors de l'exécution du projet ne sont pas des décisions qui viennent seulement d'Econolaire, non, c'est des décisions conjointes entre Econolaire et puis le partenaire. Et aussi, bon, ce qui est plus important, comme je le disais, c'est des ateliers que nous faisions de renforcement de capacité pour diffuser des bonnes pratiques, des bonnes pratiques internationales, des bonnes pratiques de gestion, de promotion de l'efficacité énergétique, de bonnes pratiques d'utilisation de technologies d'efficacité énergétique, de bonnes pratiques d'organisation, même au sein des entreprises, d'organisation en lien avec la gestion de l'énergie. Donc, ce que nous faisons, c'est que le matériel de formation, nous l'avons développé spécifiquement dans le cadre de ce projet-là. Ce matériel-là est bien sûr transmis à ECRE pour la suite, l'après-projet. Et actuellement, même, je peux vous dire que je disais que notre projet cible uniquement les pays francophones. Ça, c'était l'une des conditions. La CEDEAO, c'est des pays anglophones, des pays francophones, des pays lusophones. Donc, ils veulent ECRE cherche maintenant à organiser ces mêmes activités-là de renforcement des capacités à l'intention des ingénieurs, des fournisseurs de services d'énergie en efficacité énergétique. ECRE cherche déjà à organiser ces activités-là pour les ressortissants de pays anglophones. Parce que le projet actuel que nous avons fait n'a pas couvert les pays anglophones. Donc, ils veulent... je pense qu'ils ont déjà commencé timidement, mais quand même, c'est déjà un programme. Ils envisagent organiser ça à grande échelle, comme on l'a fait dans le cadre de ce projet. Et c'est la seule... C'est pour ça, c'est la réplicabilité qui était plus très, très importante pour nous à cause de la nature de notre projet. Oui. Merci beaucoup, M. Tossu. Je pense que Mme Labrec est allée dans les mêmes sens. Si c'est l'importance de pouvoir répéter l'expérience ou pouvoir s'inspirer de cette expérience pour proposer quelque chose de similaire ailleurs. Guillaume, tu as une autre... Oui. Nous avons environ une dizaine de minutes pour la deuxième et dernière question. Donc, parmi les participants, il y a une personne qui a énoncé des craintes par rapport à la terre qui sera utilisée pour le centre de tri des déchets à Haïti, à savoir s'il y a des paysans qui auraient été dépouillés de leur terre ou autre. Cette question me porte à vous poser une question peut-être un peu plus élargie sur les mécanismes que vous mettez en œuvre dans vos projets pour vous assurer de
voir et de mesurer les impacts négatifs et les mitiger ou les éviter? OK. Premièrement, le terrain a été choisi suite à 2 missions techniques. Et c'est un terrain, puisque ce qui est important, le projet va être soumis pour être enregistré sous probablement, même sûrement, le mécanisme de développement propre du protocole de Kyoto. Et dans le cadre de la soumission d'un tel projet, il y a des obligations légales qu'on doit rencontrer par rapport aux exigences légales des Nations unies ou de la Convention cadre des changements climatiques des Nations unies. Il y a un Executive Board, c'est le lien qui doit exister entre le terrain et le crédit de carbone. Donc, il faut des titres clairs. Nous, on est arrivé après le tremblement de terre, là, en 2010. Donc, on a pu obtenir, avec l'aide de la municipalité, un arrêté présidentiel du gouvernement Préval-Bellerive, signé par tous les ministres, que le 135 acres de terrain est déclaré d'utilité publique. C'est dans un endroit où il n'y a pas un chat, il n'y a pas une maison. C'est, comme on peut dire, middle of nowhere, en face de la baie des Gonaïves, à flanc de montagne, mais très plat. Alors, cette problématique-là, évidemment, on l'avait. Il n'était pas question d'aller implanter un lieu et de mettre dehors le monde. Parce que lorsqu'on enregistre un projet aux Nations unies, un projet de réduction de gaz à effet de serre, on doit démontrer à l'examinateur indépendant qu'il n'y a pas d'impact socio-économique adverse, qu'il n'y a pas d'impact sur l'environnement. Et justement, lorsque on vient de déposer le projet pour NAMA, une des obligations de l'appel d'offres international, c'était d'avoir l'endossement du ministre de l'Environnement d'Haïti. Et ils nous ont demandé, pour qu'eux donnent leur endossement, notre endossement, qu'on va respecter les lois environnementales du pays, qu'on va faire une étude d'impact sur l'environnement détaillée une fois qu'on aura terminé l'ingénierie de détail du projet, etc. Donc, et évidemment, il faut que ça soit fait, notre étude d'impact, selon les normes internationales. On va aller au-delà des normes d'Haïti. On les connaît, les normes environnementales d'Haïti. Bon, elles ne sont peut-être pas exactement les mêmes que ce qu'on a au Canada, mais on est obligé d'aller selon les normes canadiennes, en principe, pour tout ça, là. Comme si on faisait un projet au Québec, on va être assujetti aux mêmes exigences au niveau international. Merci. Donc, côté-là, c'est très rigoureux. Donc, on n'aura pas le choix, là. Merci, M. Drouin. Et peut-être si on écoutait nos autres panélistes sur la mesure des aspects négatifs des projets et puis comment les éviter, vos mécanismes mis en place. Bien, les mécanismes, premièrement, on est au courant, on va avoir des audiences publiques. Ça va être comme au Québec. On va avoir des audiences publiques. Et aussitôt que le projet a été enregistré sous Kyoto, il y a une vérification internationale qui est faite à chaque année où il y a des examinateurs accrédités par les Nations unies qui viennent visiter le projet et que si moindrement on ne répond pas aux critères onusiens au niveau d'environnement, ils peuvent nous enlever le droit d'émettre des certificats de crédit de carbone qui ont une valeur monétaire sur le marché international. Alors, on avait les mêmes exigences au Salvador. On va suivre, on les connaît. Alors, il faut faire patte blanche, comme on dit. Les normes environnementales, en tout cas, dans l'expérience qu'on a vécue au Salvador, étaient beaucoup moins sévères au Salvador qu'au niveau international, mais on était assujettis au niveau international. Donc, voilà. On n'avait pas le choix. Alors, donc, il y a une reddition de comptes extrêmement rigoureuse, d'autant plus, et c'est pourquoi on veut que l'équipe qu'on forme en Haïti, l'ONG qui va être responsable de tout ça, ait les mêmes qualifications, la même rigueur, la même reddition, pas rien que de comptes technologiques, mais également des comptes au niveau comptable. On les a tous formés. On a maintenant un comptable à temps plein dans l'équipe là-bas. Alors, puisque
on va obtenir du financement international, ils vont demander une reddition de compte financière aussi rigoureuse que si on était avec la Banque royale du Canada. Ils le savent maintenant parce que nous, c'est pas compliqué. PCCI nous donnait, on recevait de l'argent si sa reddition de compte au niveau de notre ONG ne rencontrait pas les critères de PCCI. On ne les payait pas, c'est tout. Alors, ils ont appris, on ne les payait pas, on ne leur transférait pas l'argent. Comme on dit en bon québécois, quand le bacon n'est pas là, ils vont travailler pour que le bacon arrive en bas de la chaîne. C'est tout. Merci, M. Drouin. Si je peux me permettre, je peux peut-être ajouter par rapport à ce que M. Drouin vient de dire, des mécanismes très formels, mais au-delà de ça, je pense que ça peut être un bon apprentissage aussi parce que ça peut devenir rapidement un piège dans un projet de ne pas laisser sortir les appréhensions, les croyances que les gens peuvent avoir localement. Donc, il faut se mettre des mécanismes en place pour que les gens puissent évacuer ces questions-là, ces appréhensions-là négatives. Là, je vais vous parler de mon domaine. Dans le traitement des eaux, c'est facile d'avoir des appréhensions quand on parle de traiter des eaux usées et de les réutiliser par la suite. Évidemment, ça choque un peu les esprits et il faut laisser la chance aux gens de s'exprimer par rapport à ça, leurs craintes. Donc, il faut mettre des mécanismes en place. Et il est là le piège. C'est si on essaie d'évacuer ça puis d'enterrer un peu les appréhensions puis les questions négatives, les gens qui vont avoir un angle du projet et qui leur fait peur, il est là le piège, en fait. Fait qu'il faut vraiment mettre ça en place pour pouvoir s'assurer que tout le monde est au même niveau dans le projet, parce que même si on a une belle technologie verte, qu'on sait qu'elle fonctionne, c'est pas suffisant pour nécessairement convaincre localement. Donc, en ayant un mécanisme pour laisser les gens, la parole aux gens localement, mais c'est ce qu'on a fait. On a fait des rencontres, encore là, avec la collaboration de Mme Bourgeois pour pouvoir nous aider à organiser, point de vue gouvernance, des ateliers comme ceux-là pour laisser les gens parler. Donc, aussi prendre note de ça, répondre aux questions, puis de le faire à répétition même, parce que c'est pas suffisant de le faire une fois en début de projet, puis on laisse aller. C'est des projets qui sont de longue échéance. Hein. Dans notre cas, ça va être sur plus de 2 ans, juste avec le PCCI. Là. Donc, il faut répéter souvent, puis laisser ce canal de communication-là se faire. Voilà. Voilà. Bon. Donc, très rapidement, M. Tossu, ou… Oui. Bon, très rapidement, ce que j'ai à dire, c'est que nous, on a eu affaire avec un projet qui n'avait pas nécessairement ce genre d'impact-là sur la société ou bien qui dépossédait les gens. Non, ce n'était pas le cas. Donc, en termes de mécanisme, on n'était pas tenu de mettre en place ces genres de mécanismes parce qu'il n'y avait pas ces genres d'impact. Mais ce que je voulais dire, juste avant de finir, c'est que dans les cadres de grands programmes, de programmes de promotion de technologies vertes ou bien d'équipements économes comme les lampes ou bien d'autres équipements utilisés dans les maisons, ce sont des programmes qu'on conçoit souvent avec des composantes qui sont en lien avec le recyclage des déchets. Donc, tout ça là est bien sûr pris en compte dans les grands programmes de promotion d'équipements efficaces, moins consommateurs d'énergie. Ça vient avec ces gens, donc à mon avis, il n'y a pas de problème à ces cas-là. Mais dans notre cas, il n'y avait pas de mécanisme spécifique à mettre en place. Merci beaucoup. Et les derniers mots? Si vous voulez que je dise une dernière chose, en fait, très, très rapidement, pour moi, c'est le bénéfice du multisectoriel puis de la gouvernance collaborative. C'est justement, votre question, c'était les mécanismes pour gérer les impacts négatifs. Pour les identifier, ces impacts-là, il faut la perspective de chacun des secteurs. Il faut la perspective des gens sur place, il faut la perspective des gens, comme on disait avec Marisol, comment on réutilise l'eau? Est-ce que les gens vont l'utiliser? Quel est le risque pour la santé s'ils le font? Bien, c'est les gens locaux qui savent comment on fait pour s'assurer que les gens comprennent, la population comprenne quels sont les mécanismes qu'on va mettre sur pied. Donc, pour moi, les grands mécanismes, c'est constamment parler du risque, constamment, c'est-à-dire dans les comités de pilotage, etc., comme Marisol disait, de donner la parole aux gens, mais également de consulter tout le monde pour être sûr que tous les points de vue sont considérés et toutes les solutions et les innovations peuvent être apportées.
C'est tout. Je termine là-dessus. Excellent, merci beaucoup. Et donc, voilà, l'heure de la fin est arrivée un peu trop rapidement, je pense, mais nous avons beaucoup de matériel pour réfléchir et je vais probablement cogner à votre porte éventuellement pour approfondir quelques éléments. Et ça a été un échange incroyablement riche et pour les objectifs du projet et pour les participants, je pense que ça a été une expérience inédite de pouvoir entendre de vive voix l'expérience des entrepreneurs québécois qui ont participé dans des projets, qui ont mené des projets qui touchent les développements internationaux, les développements durables dans les pays en voie de développement. Donc, les expériences que vous avez eues, entre autres grâce au PCCI, démontrent l'importance de l'implication du gouvernement, de tous les paliers du gouvernement. Ici, parce que c'est une source de capital, dans les pays en voie de développement, parce que c'est une source de légitimité. Et c'est une source non seulement de légitimité, mais aussi c'est probablement les instances qui vont assurer que les projets aient une certaine pérennité. Sans le terrain en Haïti, il n'y aurait pas eu de site d'enfouissement. Sans l'entente avec les différentes instances au niveau régional pour Éconolaire et au niveau national au Maroc pour je ne veux pas faire et pour Ecofix, voilà. C'est extrêmement important. Donc, quand on parle des partenariats intersectoriels, on peut conclure qu'il ne s'agit pas uniquement des partenariats entre les organisations non gouvernementales et les entreprises, mais que les gouvernements ont un rôle très important à jouer dans la promotion et comme facilitateur de ces collaborations, évidemment comme bailleur des fonds aussi. Et là-dessus, je profite d'une petite note que Michel Aslan nous avait laissée dans le clavardage, qui dit qu'une alternative de financement, voilà Michel, et les fonds d'investissement pour la solidarité internationale du Québec, les FISC, FISC avec Q. Donc, je te laisse 2 minutes seulement. Le physique, avec le physique. Ben voilà. Oui, je crois que ce fonds pourrait participer au cofinancement de projets entre les OCI du Québec, certaines entreprises comme les vôtres et nos partenaires du Sud. Le fonds va s'assurer aussi d'avoir un regard particulier sur la part des femmes. On n'en a pas parlé dans nos échanges, peut-être pour un prochain rendez-vous, parce qu'on pourrait avoir, nous, on va chercher à avoir un fonds spécifique qui va se pencher sur les enjeux environnementaux, mais aussi sur la gouvernance par et pour les femmes et de créer des emplois, des bons emplois, vous en avez parlé, pour des femmes. Alors, on aura l'occasion de s'en reparler parce que ça prendrait aussi 2 heures pour échanger avec vous, mais je crois que ça peut être aussi une forme de partenariat intéressant. Mais nous avons certainement des pistes pour la deuxième phase de la recherche. Donc, je voulais aussi revenir à l'importance de la conception de ces partenariats intersectoriels. Donc, je disais qu'il va au-delà de la collaboration entre les secteurs privés et les organisations non gouvernementales, mais qui implique aussi des institutions gouvernementales et les différents paliers, autant ici que dans les pays en voie de développement. Et là-dessus, en ce qui concerne justement les partenariats, et c'est que Madame Bourgeois est qualifiée de gouvernance collaborative, ces projets et en fait
un exemple de gouvernance partenariale. C'est les spécificités du service aux collectivités, c'est les spécificités aussi de l'UQAM à travers les services aux collectivités. Et c'est des partenariats qui nous permettent justement de faire la recherche au service des besoins spécifiques des organisations. Dans ce cas, c'est la COSI. Et ces besoins touchent de connaître davantage les besoins et la perception des entreprises privées par rapport à la collaboration avec les secteurs non gouvernementaux. Donc, nous avons partagé un petit peu plus que 2 heures par rapport à ces expériences. Les échanges ont été incroyablement riches. Je tiens à vous remercier très, très, très sincèrement pour votre générosité. Vous avez été tous les 5 interpellés au printemps. On a dû retarder parce que la COVID nous est tombée dessus. Et maintenant, on utilise nos apprentissages justement pour pouvoir tenir ces panels, et qui n'est que c'est la fin de notre projet, mais en ce qui concerne les futures collaborations, étant des recherches comme des véritables projets de développement dans les pays en voie de développement, ce n'est qu'un début. Donc, je tiens à vous remercier très sincèrement pour votre générosité, pour votre transparence dans les partages de vos propos. Et je ne sais pas, Michel, si tu as des mots. Je remercie la COSI pour nous avoir accueillis dans ces webinaires qui sera diffusé justement pour que les organisations membres qui n'ont pas pu nous accompagner aujourd'hui puissent avoir accès. Et probablement mes étudiants aussi auront accès au webinaire. Bien, au nom de notre association, je vous remercie. Je remercie aussi les participants et les participantes pour leur intérêt, leurs questions pertinentes. Pour moi, ce n'est qu'un échange à poursuivre. Alors, des idées, des questions, vos expériences amènent de l'innovation et j'espère qu'on va se retrouver, pourquoi pas dans un séminaire d'une journée en personne dans quelques mois, parce qu'on n'a pas fait le tour de la question certainement. Alors, des années de collaboration à venir, Olga. Merci aux étudiants et étudiantes. Merci au service aux collectivités. Bonne fin d'après-midi. Au revoir. Merci beaucoup. Merci bien.